Fyodor Dostoïevski, Une sale histoire. Chapitre 4. Il était 3 heures du matin. Les affaires de Pseldonimov étaient cependant déjà dans un état suffisamment mauvais, sans qu'il eût besoin de voir encore les choses tourner ainsi au pire. La vie ancienne du pauvre diable ne pouvait même supporter aucune comparaison avec son état, pourtant peu brillant, de ce jour. Pendant qu'Ivan Ilitch repose sur le plancher et que Pseldonimov, pris de désespoir, s'arrache les cheveux. Interrompons un instant notre récit pour donner un bref aperçu de la personnalité si malencontreuse du triste marié. Un mois à peine le séparait des jours sombres, pendant lesquels le malheureux s'était cru définitivement perdu. Pseldonimov venait d'une province où son père, qui avait fait du service dans son bureau, était mort au moment où on allait le mettre en accusation. Après avoir traîné la misère pendant 1 an à Pétersbourg, le jeune homme, enfin, trouva cette place à 10 roubles par mois. Il se sentit régénéré. Il y avait de cela 5 mois à peine. Cette joie, cependant, n'était pas faite pour durer et Petrovitch retomba bientôt dans le marasme. Il n'y avait au monde que 2 Pseldonimov, lui et sa mère, qui venait de quitter sa province à la suite de la mort de son mari, décédé en prison. Elle avait rejoint son fils dans la capitale et tous deux, à partir de ce jour, luttèrent âprement pour ne pas mourir de froid et pour se procurer, très rarement, des nourritures plus ou moins suspectes. C'est seulement quand le fils eut obtenu sa place qu'ils louèrent une chambre meublée où la vieille allait désormais s'occuper de blanchir le linge de quelques clients d'occasion. Cependant que Porphyre tentait des économies impossibles afin de s'acheter un manteau d'uniforme et des chaussures. Combien de misère le malheureux n'avait-il pas supporté dans son bureau, où ses chefs l'abordaient à chaque instant pour lui demander depuis quand il n'avait pas pris de bain. Et les ondits circulaient. On prétendait que sous le col de sa tunique, des punaises avaient fait leur nid. Mais Pseldonimov avait du caractère, d'aspect taciturne et calme. Il ne possédait qu'une instruction très élémentaire et jamais, presque, on ne l'avait entendu parler. Songeait-il à quelque chose? Bâtissait-il des plans et des systèmes? Rêvait-il à quelques idéaux intangibles? Nul n'eût pu le dire. Nous savons uniquement que son désir instinctif et inconscient de parvenir et de sortir définitivement de l'ornière était comparable à l'entêtement de la fourmi qui, au fur et à mesure qu'on détruit son nid, cherche à nouveau ou de nouveau à le reconstruire. Bref, c'était un être ordonné, méticuleux et casanier. Son front portait la marque de son avenir. On y lisait la ténacité, l'obstination, toute qualité propre à montrer qu'il arriverait à faire son chemin, qu'il construirait pierre par pierre sa maison. Peut-être même parviendrait-il à mettre quelques argents de côté. Le seul être sur la terre qui l'entoura de son affection était sa mère. Celle-ci aimait son fils par-dessus tout. Femme d'un caractère dur, travailleuse et infatigable, elle était pour lui bonne et douce. Tous deux, ils eussent vécu ainsi 5 à 6 ans dans leur chambre meublée, jusqu'au changement de leur situation s'ils n'avaient fait la connaissance d'un nommé Mamiferovitch, conseiller titulaire en retraite et ancien trésorier. Cet homme qui avait jadis vécu et servi en province où il avait contracté quelques dettes morales envers le père de Pseldonimov, venait de prendre sa retraite pour s'installer avec sa famille à Pétersbourg. Il avait de l'argent, point de grosses sommes, bien entendu, mais sa situation semblait aisée. Nul au monde, pas même sa femme, ni ses fils ou ses filles, ne savait à combien se montaient les économies du vieux fonctionnaire. Il était buveur, entêté et d'un caractère tyrannique.
sans même parler de la maladie qui le rongeait. Ayant 2 filles, dont une déjà mariée, il lui prit soudain fantaisie de marier la cadette avec Pseldonimov. J'ai connu son père, avait-il dit. C'était un brave homme, et le fils lui ressemble. Comme il imposait à tout son autorité, tout se fit comme il l'avait désiré. La conduite du vieux Mamiférov était singulière. Il passait tout son temps dans un fauteuil et bien que privé de l'usage de ses jambes, il ne cessait de boire, pendant des journées entières, de ton accablant ses familiers d'insultes et de colibés. À cet être dur et hargneux, il fallait toujours quelqu'un à martyriser. Afin de contenter cette passion, il entretenait auprès de lui plusieurs parents, une sœur maladive et querelleuse, 2 cousines de sa femme méchante et bavarde, ainsi qu'une vieille tante boiteuse, déhanchée et particulièrement acariâtre. Ce personnel ne lui suffisant cependant pas, le vieillard hébergeait encore une autre pique-assiette, vieille allemande, russifiée, pourvue d'un talent très utile et bien remarquable. Elle récitait d'une façon parfaite les contes des 1001 nuits. Le plus vif plaisir du vieillard était de maltraiter cette bande malheureuse, les accablant des mots les plus grossiers, sans que celle-ci, même sa femme, qui paraissait être venue au monde avec un mal de dents, lui répondisse jamais. Mamiférov inventait des intrigues, répondait des cancans et des racontards, excitant sans cesse ses femmes les unes contre les autres. Sa joie était au comble quand il contemplait les querelles qu'il avait suscitées. Il se réjouit davantage quand sa fille aînée, devenue veuve d'un officier pauvre, dut se réfugier chez son père avec ses 3 enfants. À la vérité, le vieillard détestait les mioches, mais la présence de ceux-ci augmentait le nombre des victimes destinées à ces distractions quotidiennes. Toute cette horde de femmes méchantes et d'enfants maladifs s'entassait dans la petite maison en bois. Le vieux bourreau dominait tout ce monde où l'on ne mangeait jamais à sa faim. Le paralytique était avare et comptait sou par sou, bien qu'il ne se privait pas de boire. On n'y dormait pas non plus, car le vieux était souvent pris d'insomnie, et à tout instant, il fallait le distraire et l'aider à tuer le temps. Bref, à part le maître, la maison souffrait et maudissait le sort. C'est alors qu'un hasard malin s'amusa à mettre en présence Pseldonimov et Mamiférov. Le maniaque fut frappé de la longueur du nez et de l'air de chien soumis de son futur gendre. Sa fille cadette, faible et peu avenante, venait justement d'atteindre 17 ans. Bien qu'il eût fréquenté quelque temps une vague école allemande, elle n'en avait tiré que d'infimes connaissances. À sa sortie de l'école, la jeune fille, scrofuleuse et anémique, avait repris sa vie. Cela menace du bâton paternel dans l'enfer des cocons, des espionnages et des médisances. Elle n'avait jamais eu d'amis, ni fait montre d'une grande intelligence. Mais depuis longtemps, elle avait grande envie de se marier. Silencieuse et triste devant tout le monde, elle faisait cependant face à sa mère et aux piques-assiettes, se révélant elle aussi mauvaise et querelleuse, harcelante comme un moustique. Son plaisir, c'était de distribuer des pinsons et des coups aux enfants de sa sœur, de rapporter leurs menus méfaits, larcins de sucre et de pain, ce qui maintenait entre elle et sa sœur un perpétuel état de guerre. Le père s'était chargé lui-même de la proposer à Pseldonimov. Si pauvre qu'il fût, le jeune homme demanda quelques jours de réflexion, durant lesquels sa mère et lui hésitèrent longtemps. La proposition ne manquait cependant pas de côté séduisant. La jeune fille apportait en dos une maison vieille, il est vrai, mais encore habitable, ainsi qu'une somme de 400 roubles, ce qui pour le jeune homme équivalait à des économies multiples, échelonnées sur de nombreuses années. « Pourquoi je prends un homme dans ma maison, me demandez-vous » s'exclamait le vieillard. « Parce que toutes ces femelles commencent à me dégoûter. Je veux aussi devenir le bienfaiteur de Pseldonimov, pour que celui-ci se soumette à ma volonté. Mais je le fais surtout pour ennuyer ces sacrés cotillons qui s'opposent au mariage. Je veux les contrarier, voilà. Quant à toi, Porphyre, promets-moi que, ma fille devenue ta femme, tu lui taperas dessus avec un bon bâton que je vais te donner. Depuis sa naissance,
Elle porte 7 diables en elle. 7 diables qu'il faut chasser à tout prix. Et pour ce faire, je te préparerai une bonne trique. » Bien qu'ayant pris sa décision, Pseldonimov restait silencieux. 8 jours avant la noce, lui et sa mère furent installés dans la maison, lavés, habillés et chaussés de neuf. Le vieux, qui les protégeait sans doute par esprit de contradiction et parce que le reste de la famille haïssait les intrus, avait donné de l'argent pour célébrer le mariage. La mère de Pseldonimov lui avait même tellement plu qu'il n'osait pas l'insulter. Quant au fiancé, 8 jours avant son mariage, il fut obligé de danser la cosaque devant son beau-père. « Assez, lui dit celui-ci. Quand la danse fut terminée, j'ai voulu simplement me rendre compte que tu ne t'opposerais pas à ma volonté et que tu plierais devant moi. » La somme que Mamie Ferov avait donnée pour l'organisation de la fête était bien minime. Mais en revanche, le vieux avait invité tous les parents et les connaissances. Pseldonimov, de son côté, n'avait invité que 2 personnes, son ami, le collaborateur du Brandon, et Akim Petrovitch, son chef de bureau, hôte de marque. Le pauvre fiancé savait bien que les préférences de sa future femme allaient à l'officier et qu'elle détestait sincèrement le mari qui lui était imposé. Mais il supportait tout, car il se sentait tenu par la promesse qu'il avait faite à sa mère. La journée du mariage fut tout entière remplie par les cris et les injures du vieillard, ivre dès le matin. À l'approche du soir, toute la famille s'était réfugiée dans les pièces éloignées, où régnait une odeur pestilentielle, cependant que les pièces situées sur le devant étaient réservées aux repas et aux danses. Enfin, vers les 11 heures, le vieillard s'étant endormi, la mère de la fiancée sentit s'apaiser sa colère. D'humeur plus supportable, elle sortit de ses appartements et s'en alla rejoindre les soupeurs. L'arrivée d'Ivan Ilitch avait tout bouleversé. La mamie Ferov, toute confuse, prit ombrage parce qu'on ne l'avait pas averti de la visite du général, bien que son gendre lui eût assuré que son excellence était arrivée à l'improviste et sans être invitée, elle n'en voulut rien croire, stupidement entêtée. La mamie Ferov, toute confuse, et l'affaire du champagne fut une grande affaire. La mère de Pseldonimov ne possédait qu'1 rouble, tandis que le mari n'avait plus 1 kopek. Force fut donc au pauvre garçon d'aller supplier sa belle-mère pour qu'elle payât une bouteille d'abord, et une seconde ensuite, faisant miroiter aux yeux de la vieille les avantages à retirer en ce qui concernait sa carrière administrative. Mais avant d'accéder à ses prières, la belle-mère se vengea en faisant boire à Pseldonimov une telle coupe de fiel que le pauvre diable, tremblant de colère, s'était à plusieurs reprises jeté sur le lit destiné à ses futures joies conjugales, tout en s'arrachant des poignées de cheveux. Oh, si Ivan Ilitch avait pu se rendre compte de ce qu'avaient coûté les 2 bouteilles de Jackson qu'il avait bu dans la soirée. Mais quelle fut aussi la terreur de Pseldonimov quand il constata que l'affaire se terminait d'une façon aussi imprévue. Elle avait devant lui la perspective d'une nuit remplie des cris et des reproches de toute une famille d'imbéciles. Déjà par avance, la tête lui faisait mal et ses yeux s'emplissaient de ténèbres. Et voilà qu'il lui fallait à 3 heures du matin chercher un médecin et un landau pour transporter le dignitaire à son domicile. Car un personnage de cette importance ne pouvait, vous le comprenez bien, être promené dans un vulgaire fiacre. Mais où prendre de l'argent pour louer la voiture? La vieille mamie Ferov, furieuse de ce que le général ne lui avait pas adressé la parole de toute la soirée, refusa carrément, déclarant qu'elle n'avait pas 1 kopek. Et peut-être au surplus, disait-elle, vrai, où aller? Où trouver d'argent? N'y avait-il pas de quoi s'arracher les cheveux?